Bonsoir, heureux de vous retrouver, nouveau numéro de la loi des séries. Comme chaque semaine, on vous informe et on vous parle de tout ce qui fait l'actu des séries. Et cette semaine, on va parler d'une série que vous connaissez bien maintenant, parce que ça fait quelques saisons que vous la découvrez sur Slash. La saison 11 de Scam vient de commencer. Ça fait une semaine, depuis le 10 mars dernier, que vous avez pu découvrir le personnage, nouvelle héroïne de Scam, Rim. Ce personnage qui sourit beaucoup dans la série, comme on le disait à l'instant, et je suis ravi justement de pouvoir recevoir Rim qui sourit dans ce studio. Carla Soari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Manon, j'allais dire Guérin, mais non, c'est Manon Gorin qui est avec nous, qui est la réalisatrice de cette saison. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous, très heureux de parler de cette nouvelle saison. Une nouvelle héroïne, des nouveaux enjeux, évidemment, on va parler de tout ça, de la pression maximum pour une jeune comédienne de porter une série comme Scam. On va évidemment en parler. Dans la deuxième partie de cette émission, on évoquera une pièce qui se joue actuellement au théâtre à Paris, qui devrait partir en tournée l'année prochaine. Si vous êtes fanat de Scream, qui vient de sortir au cinéma, de Scream 6, vous devriez adorer et adhérer à J'aurais mieux fait d'utiliser une hache. J'espère que c'est une passe que vous allez vous dire à la fin de cette interview. Voilà, qui se joue à Paris. On recevra deux des acteurs de cette pièce et de cette troupe, évidemment, qui rend hommage au slasher, immortalisé depuis, évidemment, les années 70 par John Carpenter, Wes Craven, Toby Hooper et, évidemment, maintenant Kevin Williamson qui a pris le relais côté scénario. Mais, avant de parler et de cette pièce et de Scam, l'actualité qui commence aujourd'hui, pendant une semaine à Lille, c'est la nouvelle édition du festival Sérimania. Une semaine pour célébrer les séries, pour découvrir des séries en avant-première, des invités dont on va vous parler dans un instant. Mais voici le petit teaser pour parler de cette saison de Sérimania qui joue en ce moment du 17 juin au 24 à Lille. Voici le teaser. Donc, pour cette nouvelle édition de Sérimania à Lille, avec de grands invités des séries en avant-première, Brian Cox notamment, le patriarche de la série Succession, qu'on a vu pendant très longtemps en France sur OCS, il sera présent. Pour les fanas de séries comme Desperate Housewives ou Melrose Place, eh bien Marcia Cross sera l'une des invitées. Côté, vous aurez aussi le héros de Alice in Borderland qui sera présent sur place. Et puis projection de nouvelles séries, notamment françaises. Nous découvrirons Besoin d'amour, une nouvelle comédie qui sera diffusée sur OCS à partir du mois de mai, qu'on vous recommande parce que voilà, c'est l'histoire d'un mec qui joue une star du porno, mais qui est en recherche d'amour, sinon il va mourir. Et donc ça, c'est, je trouve, le concept assez fort. Il y aura aussi une très belle série dont on vous parlera dans quelques semaines, qui s'appelle Asperger, avec Nicole Ferroni, autour d'un petit garçon diagnostiqué Asperger. Plein de belles séries aussi, Les Randonneuses pour TF1. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Abyss pour France Télévisions, qui est une coproduction sur une mystérieuse créature marine qui retourne les animaux et la nature contre les humains. Bardot, le biopic sur Brigitte Bardot. Enfin voilà, beaucoup de belles choses. Et moi, je vous donne rendez-vous notamment lundi à 14h30 au Tripostal. On va peut-être voir la photo qui arrive derrière pour une conférence hommage. Non, elle ne marche pas la photo, parce que on la verra pas. Tu sais quoi, c'est pas très grave. Mais une conférence hommage à un grand genre de la télévision depuis presque 70 ans maintenant, qui est le soap, puisqu'on parlera évidemment des soaps, des Feux de l'amour jusqu'à Demain nous appartient. La grande histoire des soaps, ce sera lundi à 14h30 au Tripostal. Mais nous allons y venir maintenant à l'actualité du moment. Depuis une semaine maintenant, nous avons la saison 11 de Scam qui est arrivée, avec Rim qui sourit. Ça va être son nouveau nom. Je devrais le mettre au casting. Rim qui sourit. Et puisqu'il n'y a pas de bande-annonce pour l'instant disponible, un petit extrait du premier épisode de Scam.
croyais qu'on avait un contrat. Mais j'ai rien fait, je me suis juste défendue là. Mais je t'ai vu, Rim. Alors ça, et le prof d'histoire qui m'a rapporté qu'il y a déjà des problèmes de comportement dès le premier cours. Ça vous fait kiffer en fait, c'est ça? Pardon? Vous faites genre vous êtes sympa avec moi pour ensuite me tacler par derrière? Ça sert à quoi d'avoir un putain de contrat si vous m'écoutez pas? Ah bah si tu le prends comme ça sera un avertissement de comportement. Et je vais être obligée de prévenir ta famille d'accueil. Quoi? Mais pourquoi je prends plus que les autres? Parce qu'on avait un contrat toutes les deux. Et toi, t'as décidé d'en faire qu'à ta tête, alors maintenant tu assumes les conséquences. Tu peux y aller. Merci. Et voilà pour ce petit extrait qui ne spoile rien du tout. Voilà, ce qui est bien. Donc Rim débarque en cours d'année dans un nouveau, dans son lycée, dans un nouveau lycée pour elle. Elle va devoir évidemment se familiariser avec des nouvelles personnes, des nouveaux amis, sachant qu'elle vit en famille d'accueil depuis que sa maman l'a placée en famille d'accueil, parce qu'elle n'en pouvait plus. Il faut dire qu'elle est légèrement difficile. Aigri. Légèrement difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, Carla, sur la tonalité de cette saison? C'est une saison, en tout cas, qui démarre avec un personnage, je rigolais en parlant de Rim qui sourit, mais voilà, un personnage qui est plutôt sombre, qui est plutôt en tout cas dans une espèce de rage intérieure qu'elle doit essayer de contenir. Mais comment tu peux nous décrire ce... Bah, je commencerai par dire que au premier abord, elle peut paraître vraiment très, très dure. On se dit qu'elle est pas forcément très sympathique, on n'a pas forcément envie de l'approcher. D'ailleurs, c'est bien que certains l'aient fait, mais c'est sûr qu'elle n'a pas l'air sympathique. On n'a pas forcément envie d'être amis avec elle. Je vois une personne comme ça dans la cour, j'ai pas envie d'aller lui parler. Mais non, on apprend après que voilà, c'est un problème intérieur. C'est un vrai problème intérieur. Pardon. Je disais que Rim qui sourit, c'est pour ça que je voulais préciser. Et le contraste d'ailleurs de ta présence en plateau avec la photo derrière est assez particulière. Et en même temps, pardon, mais c'est ce qu'on. Enfin, moi je trouve que d'ailleurs ce côté très sombre, c'est ce qu'on appelle vraiment une gueule, quoi. Enfin voilà, ça fait plaisir aussi. On dit souvent ça, c'est souvent un terme qu'on utilise pour les hommes et en général pour les acteurs d'un certain âge. Mais là pour le coup, on a une vraie présence. Ouais. C'est ce qui vous a... c'est cette présence-là que vous avez repérée dès la première fois au casting, quand vous l'avez vu arriver? Ouais, mais comme je l'ai dit sur Instagram, Carla, en fait, c'est la première personne que j'ai vue en casting pour le rôle de Rim. Et en fait, elle est rentrée dans la salle, j'étais là, ouf. Ok. On va pas s'amuser avec elle. Et dans ma tête, j'étais là. Non, c'était plus en mode, ouf, genre, Ouais. elle a intérêt à bien jouer parce qu'elle est là. C'était Rim. Je connaissais pas mon texte. Si, tu le connaissais. Oui, tu le connaissais. Ok. Disons que tu l'as interprété. Et très bien, très bien. On serait dans Top Chef, tu l'aurais revisité. Ouais, exactement, c'est c'est ça. ça. Tu as revisité le texte. Et en fait, quand elle est sortie, j'étais là, bon, bah, au-delà de physiquement m'avoir bluffé, parce que je ne pouvais pas décrocher mes yeux d'elle, j'ai eu une passion pour sa voix. Il y a un timbre de voix qui est hyper entêtant, hyper intéressant. Et pour la justesse, quoi. Et du coup, en sortant, je me suis dit, bon, bah, on arrive. Et après, mes dircas, donc Camille et Winifred, qui me disaient, on voit encore du monde quand même, on sait jamais et tout. J'étais là, ouais, mais je pense qu'on peut parier, ça va être ça. Et du coup, j'avais envoyé un screenshot du casting à Carole Delavallée, la productrice, le soir même. Productrice historique de Scam. Et je lui avais envoyé dès le soir en mode, bah, je te présente très certainement Rim. Très certainement, oui, on sait jamais. Parce que... on sait jamais, mais parce que bah, évidemment, il faut qu'elle valide, il faut que la chaîne aussi valide. Et puis, on aurait peut-être pu avoir encore mieux, mais je ne pense pas. Non. Sympa. Non, c'est terrible. Ok. Bon, c'est bon, Bah, on peut le peut-être, dire. hein. On le saura, Jamais. on le saura jamais. On le Voilà, saura en c'est saison. ça, c'est En ça. fait, on le saura en saison 13, peut-être que... voilà. Bah oui, on sait Longtemps, jamais. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il faut quand même le préciser, c'est ton premier gros rôle, voire Premier même rôle premier tout rôle court. tout court. Ah, d'accord. Pas de- Encore, j'osais pas. Je dis, on sait jamais, il y a peut-être un projet caché ici et là. C'est donc ton premier rôle. Ça représente quoi de se dire, non seulement j'ai le premier rôle d'une série, mais en plus j'ai le premier rôle d'une série comme Scam. Et puis, bah, forcément, avoir le premier rôle dans cette série, c'est être à peu près de tous les plans, ou quasiment. Bah, en fait, je pense que j'étais dans le déni très longtemps, même là, jusqu'à la sortie.
Enfin, pour moi, ça n'allait jamais arriver. Oui, j'avais fait le tournage. Tu es rime. Non, mais j'avais fait le tournage, mais je voyais pas dans ma tête que on allait pouvoir me voir sur les réseaux, sur YouTube, sur France TV Slash. Pour moi, enfin, j'étais toujours personne et je serai toujours personne, mais inconnue comme si j'étais la seule à pouvoir voir la série. Et en fait, c'était énormément de pression quand j'ai commencé petit à petit à le réaliser parce que je me suis rendu compte que c'était une série qui avait déjà une communauté assez importante. Mais au-delà de ça, j'ai commencé à réaliser que on reprenait un peu le flambeau, que ça allait pas plaire à certaines personnes. Du coup, la pression elle a commencé à monter. Et forcément, le stress, tout ça, et c'était assez compliqué à gérer. Même là, c'est un peu compliqué de forcément... Ça commence, les retours? Oui, il y a quand même pas mal de retours. Il y en a qui sont très très positifs. C'est ce qui est incroyable. Mais il y a aussi des personnes qui sont pas forcément contents que le flambeau soit passé à une autre génération. Et des fois, ça fait un peu... C'est un peu blessant, quoi, parce que... on n'est pas on se prépare à recevoir des commentaires méchants, mais des fois quand on était chez elle pour visionner le premier épisode, on regardait la séquence qui était sortie à l'instant et le premier commentaire c'était oh elle me gêne, j'espère que je vais m'habituer. C'est des choses qui non mais c'est des choses qui sont blessantes et forcément ça fait tellement plaisir de recevoir des messages, même sur les réseaux quand je reçois des messages en privé, tu joues extrêmement bien, ça fait du bien de voir quelqu'un d'autre, vraiment j'ai trop hâte de découvrir ton personnage, de voir des gens qui prennent pas forcément en compte les premières générations et qui en fait acceptent le fait que le flambeau soit passé à une autre génération, que les personnages soient plus les mêmes, qu'ils soient plus en lien avec ceux d'avant, parce que entre la deuxième génération et la première génération, il y avait quand même un peu ce lien. Il y avait un lien, ouais. Donc avec le personnage de Lola qui était la sœur de Daphné. Mais là, c'est sûr qu'on n'a aucun rapport avec les générations d'avant. Oui, c'est ce que nous avait dit Déborah Assoud, on l'avait reçu pour la saison 10, elle nous avait dit effectivement que la saison 10 marquait une espèce de rupture. C'était la fin de quelque chose, c'était la fin d'une ère, entre guillemets. Exactement. Et donc là, maintenant, non seulement il faut se familiariser avec une nouvelle génération, comme tu l'as dit, avec des nouveaux personnages, et qui vont peut-être porter la série pour les prochaines 5 ou 6 saisons. Enfin voilà, donc c'est... En moyenne, je crois que c'est 5 saisons pour aller jusqu'en terminale. Oui, c'est ça. C'est ça. 2 saisons par an. Deux On saisons rappelle, par c'est an. 2 saisons par an. Donc effectivement, ça pourrait même être 6 normalement. La 6 fait office de passation. Ouais. Et ce qui a été le cas pour le personnage de Lola, du coup, qui était la sœur de Daphné, qui, elle, était en terminale, donc allait partir. Est-ce que c'est plus facile pour une réalisatrice et autrice d'arriver sur une série, une saison comme celle-ci, qui se réinvente et qui réinvente quelque chose, plutôt que d'arriver en cours de route? Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, énormément. Énormément. J'aurais peut-être eu plus de mal, surtout que Scam, c'est mon premier projet. Professionnel, on va dire, en fiction. Je faisais des courts-métrages avant et je travaillais surtout en publicité ces dernières années. Donc, pour un premier projet, c'est sûr que pour moi, c'était beaucoup plus important d'avoir les phases d'écriture, de casting, et de ne pas récupérer des comédiens qui soient déjà formatés, entre guillemets, par rapport à la direction d'un ou d'une réalisateur ou réalisatrice. Je sais plus comment on dit. Réalisatrice. Oui, réalisateur ou réalisatrice. Ah, mais je ne sais pas s'il y a un mot qui mixe les deux. Il n'y a aucun mot qui mixe les deux. Voilà, c'est ça. On dit réalisateur et réalisatrice, c'est plus simple, ça évite de se mélanger les pétales. Exactement. Et d'avoir l'impression de devoir faire la prise 3 fois de suite. Parce qu'on le dit, 2 saisons par année, en tout cas d'année scolaire, est-ce qu'on construit la première saison, entre guillemets, comme avec la deuxième en tête, en sachant ce qu'on va y faire, ou est-ce qu'elles se construisent au fur et à mesure? Elles sont écrites en même temps. Mais elles sont écrites au même moment. Exactement. D'accord, donc Elles c'est sont vraiment écrites un en même enchaînement temps. de... Comme si c'était une seule saison, en fait. Exactement. En fait, les bases de la 12 peuvent être mises dans la 11, et en même temps, les personnages installés dans la 11, leur construction ne doivent pas dénoter dans la 12. Donc c'est véritablement... Parce que là, il y a 2 directeurs de collection différents pour les 2 saisons. Mais en réalité, ça a été une réunion à 4, plus leurs auteurs respectifs sur les saisons, perpétuelle, histoire de s'assurer d'une forme de linéarité entre les personnages, les relations entre certains, l'évolution d'autres, tout ça. Bon, on a vu la photo du cast. J'imagine que c'est même pas la peine d'essayer de vous demander qui sera au cœur de la 12. Non. Hein, ça sert à rien. Même sous la torture, vous avez été entraîné à ne pas parler derrière. Donc on vous laisse de côté. Alors, Carola. Alors du coup, le personnage... Et là, elle lâche le truc. La bombe. Au-delà des enjeux d'un premier rôle, et c'est pas du tout pour faire monter la pression, mais dans Scam, c'est aussi un sacré révélateur de talent et de comédiennes qui ont été portées. Enfin, la nuit du 12,
Avec avec Lula. Lula au César. Flavie Delangle, qui a quand même aussi eu un rôle important au cinéma Exactement. ces dernières années. Enfin voilà, C'est là que ça fait quand même. On y pense au fait que ça va peut-être être un catalyseur pour soi-même en tant que comédienne, ou on préfère pas y penser? Bah, je suis toujours dans le déni. Voilà, bah forcément, il y a cette envie de pouvoir. Enfin, c'était mon premier rôle, mais forcément, ça a confirmé mes envies de travailler dans le cinéma, tout ça. Du coup, forcément, il y a cet espoir de potentiellement avoir d'autres projets aussi. Et aussi, ça peut paraître bête, mais forcément, on se dit, au moins, on a quelque chose à présenter. Je suis pas devenue quelqu'un, mais j'ai T'as de la une base matière, à montrer, ouais. j'ai de la matière, j'ai une base, je me suis professionnalisée aussi. Donc forcément, ça donne aussi ce petit truc de, ok, j'ai un petit peu ma place aussi dedans. Potentiellement, cette place, elle peut prendre plus de place et pourquoi pas avoir d'autres projets derrière. Ça serait cool. Non, non, on va pas avoir d'autres projets derrière. Ne mettons pas du conditionnel à toutes les phrases. Avoir du projet à toutes les... Ça s'appelle la méthode Coué, c'est-à-dire qu'il faut se convaincre que les choses vont arriver. C'est ça. Donc on Ok. l'affirme Tu haut et fort. attires ce que tu D'accord. veux. Donc oui, il y aura des... Ouais, Ouais, je suis plus du tout dans le déni, c'est ça qui est formidable. Mais effectivement, d'autres projets, cette série là, a permis à d'autres comédiennes effectivement de le vérifier. Moi, je me faisais la réflexion en te voyant arriver tout à l'heure dans les locaux de la radio, mais c'est vrai que la différence entre Carla dans la vraie vie, physiquement, et ce qu'elle renvoie à l'image, c'est impressionnant. On voit effectivement que là, c'est une jeune femme quand on la voit en vrai et tout, et dans l'image qu'elle renvoie à la télé, on voit une femme quasiment qui pourrait avoir 5-6 ans de plus, qui serait crédible. Enfin voilà, l'image a ce pouvoir-là aussi de... C'est ça qui est impressionnant quand on voit la série. Complètement. j'ai décoloré mes cheveux aussi. Quels sont les enjeux au-delà du personnage de Rim, elle a quelle couleur cette saison? Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de thématiques? En couleur ou Dans couleurs et en thématiques qui vont être abordées. Parce que les fans demandent tout le temps les couleurs C'est vrai. des saisons. Là où je n'en ai pas spécialement à poser une, on va dire. Ouais, mais ce qui est bien. Moi, j'aime beaucoup le monde très ordinaire, la vraie vie, le côté un peu brut, d'une caméra à épaule très proche des personnages, des gros plans, des pertes de points par moment, mais parce que ça fait partie des accidents de la vie. Donc, j'ai pas spécialement créé une esthétique, on va dire, visuelle pour X ou Y saison. Par contre, en thématique, c'est sûr que la saison 11 est sombre. Elle se passe au mois de mars. Il fait froid. Au moins celle-là, c'est bien, c'était raccord par rapport au tournage, c'est qu'ils avaient froid, mais au moins ils avaient des pulls. Donc c'est bien, de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Donc je dirais que la saison 11 est sombre. De par son traitement, sa spatialisation dans le temps, le mois de mars. Oui, on est sur la vie de Rim qui est très chaotique. Ouais. Très chaotique, et c'est ça que j'aimais beaucoup, parce que je suis arrivée sur le projet au moment où les auteurs en étaient aux Arches. Et donc, du coup, ça a été intéressant de pouvoir voir la manière dont ils ont développé toute cette histoire en essayant d'être le plus juste et réaliste possible par rapport à la question des familles d'accueil, la question de comment on réagit quand sa propre mère demande son placement à un juge. Et qu'on le découvre. Et qu'on le découvre en fin d'épisode 1, quel cliff. Mais dans le sens où on est face à une jeune, je dirais pas vraiment femme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 15 ans. Ouais. Donc à 15 ans, comment est-ce que tu te construis quand tu es placé, que ta mère te rejette ou en même temps essaye de faire en sorte que tu ailles mieux en te rejetant, mais va traduire ça dans le cerveau C'est impossible. d'une jeune femme de 15 ans, c'est juste du rejet. Et donc du coup, fatalement, elle a cette espèce de carapace, elle a cette dureté constamment, et c'est là où en fait le groupe des Weirdos a énormément d'importance pour elle, parce que c'est grâce à leur côté, nous on te rejette pas. T'as beau nous parler comme à des chiens de la casse, on va quand même être là et on va quand même être avec toi. C'est grâce à cette espèce de non-rejet finalement que Rim va potentiellement pouvoir à un moment réaligner les carrés, les cases dans sa vie. C'est un peu alors c'est traité de manière effectivement un peu nouvelle, effectivement beaucoup plus sombre, mais c'est effectivement aussi un archétype du teen drama que d'avoir effectivement potentiellement la jeune femme ou le jeune héros qui pourrait
D'ailleurs, être à la fois dans le camp des gens populaires comme dans le camp Exactement. des gens rejetés qui arrivent dans une école et qui va devenir ami avec plutôt le camp des rejetés Exactement. et des seconds couteaux de l'école et qui en font des personnages importants. On l'a vu dans pas mal de séries américaines aussi. Est-ce qu'il y a des scènes, on parlait de réalisme, est-ce qu'il y a des scènes qui, avant même que tu saches si elles allaient avoir lieu ou pas, tu craignais d'avoir à faire? Parce qu'on parlait du réalisme, parmi les choses qui sont assez réalistes dans la série, c'est notamment les scènes, potentiellement de scènes d'amour, des scènes très intimes. Est-ce que ça c'est des moments que tu appréhendais à de devoir jouer, à de devoir t'y coller, ou en fait, l'avantage c'est comme c'est le premier rôle, on lâche prise et on fonce? Attends. Sans dire s'il y en a ou pas, mais voilà. Est-ce que ça te Comment faisait... tu appréhendais avant même la lecture en fait du scénario peut-être? Bah, Parce qu'il y a des choses qui te faisaient Parce que peur. t'as dû voir les Ouais, saisons ok. passées de Scam et donc... bah, j'avais pas du tout vu les saisons. Enfin, en c'est fait, bien. Allez, j'ai- kamikaze jusqu'au bout. quoi. non, mais en fait, je connaissais de nom la série, mais j'avais jamais vraiment regardé. Du coup, quand j'ai su que j'étais prise, j'étais là, je m'en marathon. Du coup, j'ai tout regardé pendant une semaine. Et bah, en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je savais que c'était pas du tout la même direction, que ça allait pas du tout être les mêmes personnages. J'avais aucune idée d'avec qui j'allais travailler. Bon, j'ai découvert un petit peu après, mais je savais pas vraiment. Enfin, moi, de ce que j'avais vu dans les petits textes que j'avais dû faire pour les scènes de casting, ça me paraissait pas aussi, on va dire, noir et dur, parce que c'était des scènes un petit peu de la vie courante, tout ça. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est après, quand j'ai reçu le scénario, que j'ai vu qu'elle était pas du tout joyeuse. Du coup, voilà. Mais non, j'avais pas spécialement d'appréhension par rapport aux scènes, parce que pour moi, c'était... Pas les scènes intimes, un peu plus les scènes d'émotion, on va dire que t'appréhendais peut-être Bah, un ouais. Ouais, petit on peu imagine, de pas y ouais. arriver en fait. C'est ça, bah, les scènes d'émotion, forcément, c'est plus compliqué parce qu'on sait jamais comment... Je t'ai maltraité. Ouais, On n'en m'a doute pas un maltraitée. seul instant. Non, mais je savais Je pas. t'ai maltraité pour la bonne raison, ne l'oublie jamais. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais C'est non, ce qu'il dit dans ouais. Whiplash aussi, et franchement, on a Non, vu non, le non, résultat. non. mais je Moi, déconne. pour clarifier ce truc-là, c'est juste que je sentais qu'elle était capable de donner de l'émotion, de donner des larmes, sans menthol. Ouais. Et en fait, je sais pas, une semaine après le début du tournage, le réflexe était de demander du menthol, avant même d'essayer de le faire sans. Et donc, D'aller du à la coup, facilité plutôt. exactement. Et donc, du coup, je suis arrivée, je fais, écoute, c'est simple, tu n'auras pas de menthol aujourd'hui. On fait quoi? Privé de menthol. là. Exactement. Et ben ça marche mieux. Ça Oui. marche mieux parce que du coup, ça vient des tripes, Ouais, après après, de y a- la douleur aux yeux. C'est- Infligée la par le douleur, menthol. l'impossibilité d'ouvrir. Mais non, après, je suis d'accord. Enfin, c'était très bien de faire comme ça. Après, c'est sûr que il y a des scènes qui sont un peu plus compliquées parce que je dois passer on va dire, du rire aux larmes. Mhm. Et forcément, ça, quand on fait plan large, plan serré, contre-champ, en contre-champ, c'est super compliqué au bout d'un moment que l'automatisme se fasse. Mhm. Parce que bah, d'un coup on doit pleurer, d'un coup on doit rire, et du coup bah forcément ça se faisait plus. Enfin, le lien il était un petit peu rompu. Du coup c'était un petit peu plus compliqué, mais elle a réussi à me faire pleurer. Vous découvrirez évidemment tout le panel de jeux de De- Carla ah, pendant ça. dans toute cette saison 10. Vous allez... 11. 11, pardon. 11. Oui, bah excusez-moi, je me mélange au bout d'un moment. Cette saison 11 de Scam, donc disponible sur Slash depuis vendredi dernier. Le premier épisode sorti vendredi. Et ensuite, évidemment, comme d'habitude, chaque épisode couvre des moments clés de la semaine en question. Il y en a 10 épisodes, c'est ça? Ouais. Ouais, pour cette nouvelle saison. Et donc, ça a été révélé, la 12 a été faite dans la foulée. Donc, il y aura une suite sur un des personnages. Vous me disiez lequel était au centre de la... Ah non, on l'a pas dit. Bon, j'aurais essayé. Et je pense qu'elle était prête à... Non, mais foncer. j'allais faire une blague, mais c'est pas drôle. Non, ne tente pas parce que tu vas faire lancer un spoil sans t'en rendre C'est compte. ça. Et alors, la blague? Non. Tentons pas le diable. Je vais la dire après. Tentons pas le diable. Je verrai est-ce qu'on peut la valider. Avant de vous parler dans un instant d'une pièce vraiment qu'on avait envie de vous présenter, je voudrais vous montrer le nouveau projet de Slash qui va arriver dans quelques semaines. Ça s'appelle Caro Nostra. C'est une série très bizarre qui va débarquer à partir de la fin du mois de mars. On va d'ailleurs normalement recevoir une partie de l'équipe pour nous en parler. Imaginez que dans votre lycée, que Rim, qui arrive dans un lycée, eh bien, que Rim, au lieu de juste envoyer bouler ses copains, elle les bouffe. Quand ils leur plaisent pas, bah écoutez, c'est le parti pris de cette série, Caro Nostra, puisque les héros de cette série sont des ogres
Voici tout de suite la bande-annonce, ça fera le pont avec la partie plus horrifique de la deuxième partie de cette émission. Ça s'appelle Caro Nostra et ça arrive sur Slash. Vous comptiez me mater encore longtemps comme ça? Ça dépend, t'as combien de temps devant toi? Antigone et Vadim, c'est bien vos enfants? Ils ont dû vous dire, leur camarade de fac, qu'on l'a retrouvée morte. J'en ai pas dormi de la nuit. Je veux vraiment pas ce qu'il leur retrouve à ces pécousses. Il s'intéresse trop au bétail. Vadim, enchanté. J'aime pas ça. Les histoires d'amour, ça fait toujours des ravages chez nous. Qu'est-ce qui vous arrive tous ensemble? Rien, rien, papa. Il y a d'autres ogres à part ta famille? Je sais pas. Voilà, ça s'appelle Caro Nostra, ce sera le 31 mars sur Slash, on y consacrera normalement une émission, on vous en reparlera, mais voilà, imaginez que les ogres sont parmi nous, et c'est tout le postulat de cette série qui assume vraiment le côté horrifique, et ça fait du bien, et justement, de l'horreur des ogres à l'horreur d'une hache, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir maintenant, c'est une pièce de théâtre qui s'est jouée déjà à Paris, dans des festivals depuis le début de l'année, qui va partir en tournée à partir de 2023-2024 normalement, qui devrait partir bientôt. On en reçoit donc 2 des membres de cette troupe qui se cachent derrière le masque du tueur. D'ailleurs, on ne le saura pas, Anthony Lozano et Solène Louer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci beaucoup. J'aurais bien fait d'utiliser une image. Tiens, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La bande-annonce du film, de la pièce, pardon, c'est maintenant. On va le découvrir, vous allez voir, c'est un univers complètement fou, en hommage au slasher qu'on a tous peut-être découvert, qu'on soit de ma génération, d'une génération plus récente, sauf notre amie Carla qui ne connaissait pas encore les slashers, mais qui, à mon avis, va s'y mettre assez vite. Voici la bande-annonce. Allô? Allô? Qui est derrière le masque, qui a abîmé ce joli visage pour le mettre derrière d'une tonne de sang. Vous le saurez si vous allez voir cette pièce avec cette affiche plutôt savoureuse aussi, qui donne un petit peu le tempo. La hache est bien là, tous les guests sont là. Comment est né ce projet déjà de rendre hommage au slasher, mais plus largement, c'est pas faire offense que de dire que c'est pas un genre qui est très présent au théâtre en France. Comment est né ce projet de faire cette proposition de pièce singulière qui vient d'être proposée, je crois, depuis le mois de décembre? Il me semble, c'est un peu ça les premières. Non. C'était un peu avant même. On a créé la saison dernière. Ah, c'est ça. En novembre 2021. 21. À Châteauroux. Voilà. Ouais. Alors, qui a eu l'idée? Comment c'est venu? Eh bien, du coup, on est un collectif de théâtre. On est 5 comédiennes, comédiens, metteuses, metteurs en scène. Et on avait envie, pour ce 3e spectacle, de repartir sur une modalité de création qu'on avait déjà explorée, c'est-à-dire de l'écriture de plateau. Donc sans texte au préalable, mais en faisant des allers-retours entre improvisation au plateau, travail à la table, voilà, fabrication au plateau, et surtout mise en scène collective. Et on a mis un petit peu de temps à trouver un thème, jusqu'à ce qu'à un moment, on pointe le doigt sur... C'était très large à ce moment-là, mais c'est l'idée, le meurtre, en général, qu'on a creusé, et puis on a commencé à tirer des fils de plus en plus fins, et on est parti sur la fascination autour des faits divers, des films, la grande consommation dans la culture populaire de séries, de films,
de journaux, Society Magazine sur l'affaire Dupont de Ligonnès, tout Non, ça. mais quand on lit le dossier de presse et qu'on voit vos fascinations à tous et toutes, on se dit ils sont très sympathiques ces gens-là. Est-ce que Ils sont c'est pas- parfaitement bien équilibrés, voilà. Bah, Et encore, il n'y avait pas Dahmer à l'époque, mais enfin, c'est vrai que voilà, ça relie avec ça. La série de Netflix autour de Jeffrey Dahmer et cette fascination qu'on a pour cette, enfin qu'on a ou pas d'ailleurs pour ce personnage-là, mais c'est vrai que. Mais la production de séries ou de films n'est pas récente en fait. Non. Elle existe depuis On toujours. est totalement et c'est d'accord. ça qui nous a questionnés en fait et qu'on avait envie de traiter. Bon, ça c'est bien gentil. Vous êtes là, vous allez vous faire passer tous pour des gens à égalité sur un plan de normalité, mais qui est le psychopathe de la bande? C'est toi? C'est toi vraiment qui aime qui aime et qui le connaît? Ouais, je regarde des films d'horreur depuis que je suis tout petit. Mais je parlais tout à l'heure de Kevin Williamson qui a réinventé un peu le genre du slasher, qui a joué avec les codes justement initiés par ses pairs avant. Comment on fait aujourd'hui pour justement, quand on veut proposer un truc autour du slasher, pour proposer quelque chose qui soit à la fois un référentiel et en même temps qui soit pas... Enfin, qui soit nouveau un peu quand même aussi. Je sais pas si on a cherché à faire quelque chose de nouveau, mais on s'est posé la question de comment représenter l'horreur, l'effroi, le spectaculaire qu'on a au cinéma, au théâtre, avec les moyens du théâtre. Et donc, je pense pas qu'on propose quelque chose d'inédit dans l'idée du slasher, parce qu'on reprend beaucoup la première séquence de Scream 1. Et on s'est dit, voilà, comment on s'en empare avec les moyens du théâtre, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir donner l'idée de l'effroi, l'idée de la surprise, du jumpscare au théâtre. Le jumpscare, c'est cet effet qui vous donne envie de sursauter à tous les niveaux et qui est très propre aux slashers. Sauf que dans Scream, ils en ont conscience qu'ils sont des slashers, donc ils essayent de déjouer les codes. Je crois qu'il y a 2 parties dans votre pièce. Il y a une partie qui est plus d'ailleurs du théâtre radiophonique filmé, c'est-à-dire avec les effets visuels que vous montrez, comment vous les créez sur place, et une deuxième partie qui est la répétition de cette scène dans la cuisine. Donc là, on a quasiment deux pièces, 2 projets au sein du même... au sein de la même pièce, presque. Ouais, ce qui les lie, c'est un peu ce que disait Anthony sur le fait, c'est pas que c'est nouveau en termes de scénario, mais c'est surtout le fait d'essayer de le décaler au théâtre. Et comme on met à vue aussi tous les mécanismes de fabrication, donc on a beaucoup de bruitage dans la première partie. Donc c'est comme si on vraiment venait, au tout début, ça commence par un souffle, c'est le vent, on venait susciter l'imaginaire des spectateurs et des spectatrices pour amener dans un univers horrifique, mais on continue à faire des bruitages aussi, du coup, quand la scène de cinéma est jouée en boucle et puis qu'elle se décale au fur et à mesure. Tous les effets sont quasiment à vue, en fait. Donc c'est du faux sang dans du pistolet, dans des arrosoirs, c'est du pamplemousse qu'on écrase pour faire les bruits de couteau dans la chair. Enfin voilà, tout ça lie les 2 parties. Il y a une idée de fabrique artisanale de ces histoires-là qu'on joue et qu'on fait à vue en complicité avec du coup le public. Mais il y a quand même alors c'est pas un piège à éviter, mais il y a quand même quelque chose qui peut être entre guillemets casse-gueule, c'est que quand on rend visible des choses qui ne sont pas censées l'être, à savoir des trucages sonores par exemple, est-ce qu'on se pose la question de se dire, est-ce qu'une fois qu'on va visualiser l'effet sonore, est-ce qu'on va y croire de la même manière finalement? Je parlais au pamplemousse, mais voilà, si je vois le pamplemousse, est-ce que je pense que d'un seul coup, ça va être le couteau qui rentre dans la poitrine de Drew Barrymore au début de Scream 1? En fait, on montre la scène sans artifice, vraiment en mode cinéma, une première fois, pour que les gens flippent bien. D'ailleurs, ça marche pas mal, les gens hurlent en ce moment dans la salle. Ouais. Et ensuite, à partir de la deuxième, on les appelle les variations. C'est une séquence qui revient 13 fois, 14 fois, je crois. Ah oui. Et on change à chaque fois la technique, la mise à mort, etc. Ça va à la fin, c'est bon. Ça va bien à la fin. Tu es 13 fois quand même. Et à partir de la deuxième, on montre les coulisses en fait du tournage. Donc on montre à voir ce qu'il y a à entendre. Comme dans Coupé. Comme dans Coupé, exactement. C'est marrant parce que quand Coupé est sorti, il est sorti après qu'on ait largement commencé à travailler sur la pièce. On s'est dit waouh, c'est un petit peu vertigineux l'obsession aussi qu'il y a. Oui, c'est assez génial la manière dont on voit ça et quand on découvre effectivement l'envers du décor de la fabrication de ce genre de film qui est dans Coupé diffusé en direct, faut le rappeler, mais c'est ça qui est assez fascinant. Est-ce que c'est facile de convaincre des propriétaires de théâtre d'accueillir un projet d'horreur sur scène? Parce que je le disais, c'est un genre qui est pas très répandu. Souvent c'est du polar, mais il n'y a pas tellement d'horreur. Enfin, ça existe peu, voire pas du tout. Enfin, je sais même pas si ça existe. Du coup, votre question c'est plutôt en termes techniques ou juste mais en non, termes mais pour faire émerger, là vous avez votre projet qui est là, il s'est produit dans des festivals, il va aller en tournée, mais le but c'est quand même de jouer sur scène. Est-ce que c'est facile d'aller convaincre des gens de vous accueillir à l'avenir
avec un projet horrifique. Il faut qu'ils viennent voir. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être soutenu, coproduit, accompagné par une grosse scène nationale en région centre pour la première. Et à partir de là, les choses se sont faites petit à petit et on en est venu à jouer dans des festivals effectivement depuis le début de l'année sur Paris. Puis là, on joue au Montfort dans le 15e depuis une semaine déjà. Et puis ça continue la tournée l'année prochaine. Et la tournée est en train de se construire. 2023-2024, vous allez partir en tournée. Comment on fait quand on va tourner pendant un an, au-delà de se laver, puisqu'on parlait de ces questions purement pragmatiques et de retirer le sang, mais 13 fois sur des séquences comme ça, violentes sur scène, pour la comédienne, ça représente quoi ? Eh ben, j'ai des abdos là, vraiment, je suis bien contente. C'est ma petite séance de sport quotidienne là en ce moment. Non, ça va. Enfin, on a vraiment réalisé du coup cette séquence-là. Maintenant, c'est très précis et c'est assez. Il y a quelque chose de l'ordre de la musique. On le fait vraiment à 7 parce qu'il y a aussi en lumière et en son. C'est extrêmement précis. Tous les tops s'enchaînent. Donc moi, du coup, je suis dedans. Et c'est vrai qu'il y a une dépense physique certaine et aussi vocale, parce que je crie pas mal. Mais d'où le nom de Scream Queen. Ouais, exactement. Je travaille mes cris. Ça mène à tout. Regardez, notre amie Jamie Lee Curtis vient d'obtenir un Oscar pour la première fois de sa vie. Et oui. Donc ça mène à tout d'être une Scream Queen. Ça mène aux Oscars ou au César. Peut-être au cinéma, je sais pas pour le théâtre. En tout cas, pour le slasher, c'est ce genre qui marche bien. Donc on le rappelle, le slasher a vraiment pris son essor avec John Carpenter, notamment Halloween, mais il y a eu d'autres précurseurs au slasher. On peut penser que Psychose, par exemple, de Hitchcock en fait partie. Donc le slasher, ce genre, en règle générale, pour notre ami Carla, un tueur masqué qui utilise plutôt une arme blanche. Donc en général, ça peut être soit la machette, soit le couteau, peut-être la tronçonneuse par moment aussi, ça peut le faire. Dans Massacre à la tronçonneuse, il a cet outil-là. Peu d'armes à feu, normalement, en principe. C'est pour ça que c'est intéressant dans le nouveau Scream qui est le fusil. Et puis, souvent, un tueur masqué, Scream l'a popularisé, l'a mélangé avec le polar, avec le fameux whodunit, c'est-à-dire d'essayer de deviner qui est caché derrière. Mais normalement, c'est toujours le même qui revient. C'est-à-dire qu'on sait qui c'est, et on sait que c'est Michael Myers. Et il y a des règles. Et il y a des règles. Parce que c'est les groupes de jeunes, faut pas avoir couché. La Final Girl, jamais dire je reviens. Voilà. Elle a vu Scream. Elle a vu Scream. Et alors, pour vous dire, le théâtre, ce n'est pas approprié. La télé en France, non plus, très peu finalement. Mais il y a eu une tentative. Alors, nous, on aime bien soutenir les projets un peu différents. Malheureusement, c'est vrai qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du concept, c'est dommage. Mais la télé, France Télé, avait essayé un concept de slasher. Voilà la bande-annonce. Ça s'appelait Le Chalet. Et ça a été diffusé il y a 3-4 ans sur France 2. Regardez. Alice! Ah, qu'est-ce que t'es beau! Ça va? Oui. Je suis contente de te voir, ça fait si longtemps. Je voudrais porter un toast à vous tous ici qui vous retrouvez comme quand vous étiez petits. On va être bien ici. Repos, zéro stress, air pur. C'est calme. Il n'y a plus rien qui marche, ni portable, ni fixe, ni internet, plus rien. On est coupé de tout là. Excusez-moi, mais je crois pas que ce piège ait été posé par hasard. Il y a eu 3 accidents en 2 jours. Pour moi, ça fait au moins 2 de trop. Au secours! Au secours! On leur a tiré dessus, en bas du pont. Quoi? Moi, je mets plus les pieds dehors. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi, tu m'as bien compris? Ça fait combien de temps que le chalet est inhabité? 20 ans. Tu crois que c'est un rapport avec 97 ce qui arrive? C'est pas un étranger qui a posé le piège et détruit le relais, c'est quelqu'un du village. C'est impossible, il y a que nous dans le village. Mais c'est ce que je te dis, c'est l'un de nous. Comptez jusqu'à 3, messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra jamais, on ne le reverra. Et voilà, Le Chalet avec cette petite comptine un petit peu angoissante, façon comptine de Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit. Voilà, malheureusement, c'est vrai qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire sur le slasher, mais c'était un vrai pari audacieux. Donc imaginez une bande d'amis qui se retrouvent dans un petit chalet à la montagne. Normalement, quand vous traversez, vous venez d'arriver, vous traversez un pont et que le pont s'écroule derrière vous, vous vous dites ça commence à sentir très mauvais. Et vous dites normalement, je reste pas dans le chalet là-haut. Mais voilà, c'est le principe du slasher, c'est qu'il peut leur arriver les pires catastrophes. Il reste. Par exemple, dans un slasher, on ne se sépare jamais.
Voilà, on ne se sépare jamais et tout le monde se slasher. Toujours par pas se séparés séparer. quand même. Voilà, normalement, on reste tous ensemble dans une pièce, dos à dos, on surveille que personne ne parte et personne n'arrive. Il Et y a normalement, tout toujours se passe bien. quelqu'un qui rigole, qui va chercher des bières, qui va pisser, et cette personne ne revient jamais. On ne revient jamais, normalement, en principe. On sait jamais. En tout cas, voilà pour le principe. Scream 6 est dans les salles depuis une semaine, donc finalement, ils vous font une super promo pour le genre du slasher, avec ce fameux Ghostface. Avant de finir, est-ce que vous avez réfléchi, vous aussi, en créant notamment votre personnage, à ce que vous en ayez potentiellement un personnage iconique, c'est-à-dire qu'il ait une caractéristique particulière, ou est-ce que vous êtes allé reprendre les caractéristiques propres à des slashers, un masque typique. Enfin voilà, comment vous avez créé ce personnage-là ? On a pris un masque... d'escrime. D'accord, Voilà. d'escrime. Ouais. Pas de scream, mais d'escrime. C'est joli, c'est joli. Il n'avait pas été utilisé, tiens, bizarrement. Voilà. Bah, enfin, si, un petit peu dans Squid Game, ça ressemble un peu. C'est vrai. Et c'est pile au moment où on venait de l'acheter, on était là... Ah merde, décidément, on n'a pas de bol. Hein. Mais si, on cherchait justement à le masquer, et puis aussi à le protéger, parce que je le frappe sur le casque, qui est quand même bien pratique. En fait, on ne croit pas, mais c'est elle, la psychopathe. C'est pas le mec qui est derrière, en fait. Elle sait se défendre. Elle sait se défendre, ouais. Il s'appelle comment ? Il a un nom ou pas, ce tueur ? Non. Il est anonyme. Et il reste anonyme jusqu'à la fin. On découvre pas qui est derrière le masque ? Non. Non, ça nous intéressait pas. Ah mon Dieu, mais c'est... On reste vraiment sur la scène d'ouverture, nous, en fait. Oui, c'est vrai. C'est la scène d'ouverture. Et avec l'envie d'en faire autre chose ? Pour un autre spectacle ? Ou autre chose. On en ou fera un pas une slasher. franchise. Ou un film, ou je sais pas, ou un... Non, mais je pense que ce qu'on a vraiment aimé, c'est aussi ce qui... Parce que, donc voilà, ça parle des slashers, mais ce qui est aussi assez drôle, c'est ce que je vous disais, c'est que vous voyez à un moment le visage de l'acteur qui est dessous, mais on reste quand même dans... Tout est à vue, les bruiteurs, à un moment, ils cherchent un accessoire, c'était pas prévu, donc il y a aussi une mise en abîme de la représentation en elle-même, ce qui crée un décalage et ce qui fait que... Même s'il y a peut-être un frisson au début, c'est surtout un jeu qu'on fait avec le public et qui fait que c'est drôle, en fait, aussi. Donc, en faire autre chose, on ne sait pas. Peut-être qu'on pourrait avoir des envies de podcast et de développer un univers. Peut-être qu'on a des envies de meurtre, je sais pas. Podcast, ça pourrait être intéressant, effectivement. En tout cas, on a envie, après ce spectacle, en tout cas, de continuer à travailler le son. Un peu comme ça a été fait avec cette fiction pour Canal+, qui s'appelait Codes, qui était très très bien foutue, mais qui passe sur Slasher, mais qui est une série entièrement audio, mais diffusée sur Canal+. Voilà, et où il faut jouer sur effectivement là en coup il n'y a pas d'image à part des petites illustrations, mais voilà, c'était assez, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil, mais ça peut être extrêmement intéressant. Donc c'est pas la fin, en tout cas cette pièce n'est pas la fin, ça n'est que le début. En fait c'est la fin de cette histoire-là, mais sur notre exploration du son et de l'effroi, de l'horreur, peut-être de l'angoisse, c'est peut-être un début, oui. Voilà, comme dans tout bon slasher, ils ont l'air sympathiques, c'est des psychopathes, et c'est pour ça qu'on aime aller les suivre. Ça s'appelle J'aurais mieux fait d'utiliser une hache. Là, ça partira en tournée, donc surveillez ça à partir de 2023-2024. On continuera évidemment de vous le relier, puis peut-être un podcast, ou peut-être autre chose, ou peut-être un Oscar. En tout cas, d'autres spectacles, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, évidemment. Je rappelle aussi que Scam, saison 11, c'est depuis le 10 mars avec Carla, Rim qui sourit. Ça va devenir le leitmotiv de cette... Je suis désolé, franchement. Alors qu'en fait, elle est très sympathique, elle joue bien, elle a tout pour elle, donc on lui souhaite le meilleur. On a en tout cas quelqu'un qui sera peut-être au César, quelqu'un qui sera peut-être aux Oscars, et ça nous fait plaisir. La saison 12 dans la foulée, qu'on devrait avoir dans la foulée sur Slash, on l'espère. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes vos équipes presse respectives qui nous ont permis de faire cette émission. Je pense évidemment à Kevin, à Emmanuel pour France Télévisions, Francesca pour votre pièce. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de La Loi des Seuils. Merci à Robinson qui a survécu à cette émission pour l'instant, en tout cas. Faut jamais dire, il y a toujours une scène post-générique où il peut se passer quelque chose. À la semaine prochaine.